mode avec Ludovic donc, et Georges qui est assis au fond de trois associations. Donc le Centre Lesdiguières que préside Henri Augier, Ludovic préside le Cercle Bayard et Georges Belser qui est à l'accueil, préside une association culturelle dauphinoise. Hein, voilà. Donc nous avons souhaité unir nos forces pour vous inviter à une rencontre entre souverainistes. Et comme vous avez pu le voir, l'idée, elle est simple. Elle est qu'à la veille du premier tour, il y a eu un temps pour débattre, il y a eu un temps pour communiquer, il y a eu un temps pour échanger. On est à la veille du premier tour du scrutin. Il faut que nous posions les bases de l'union des souverainistes pour ce qui se passera après. Quoi qu'il arrive, il est bon que nous nous rencontrions et nous avons largement invité tous les partis, toutes les forces, qu'elles aient un candidat ou qu'elles n'aient pas de candidat. Nous avons voulu que tous les souverainistes puissent être invités ce soir. Tous ne sont pas venus, malheureusement. Nous regrettons l'absence, par exemple, du Rassemblement national qui n'a pas estimé judicieux de venir. C'est dommage. Voilà, l'UPR aussi, qui était invité, n'est pas venu. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. On n'a pas de jugement à leur égard, mais c'est voilà. En revanche, chacun va se présenter, va un peu dire qui il est et ce qu'il représente. Alors, comment va se passer la soirée? Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'il y ait une introduction par Jean-Christophe Lévesque de ce que c'est que la souveraineté, comment recouvrer la souveraineté quand on est un pays, une vieille nation comme la France. Voilà, donc il va introduire le sujet, et Jean-Christophe Lévesque est au Centre Lesdiguières, il a présidé le Centre Lesdiguières, il est économiste, et voilà, il va donc prendre un peu de hauteur, et ensuite, chaque organisation va un petit peu présenter aussi son point de vue, voilà, donc, et à chaque fois se présentera. Ça vous convient? Et donc on vous donnera bien sûr la parole dans une deuxième partie pour voilà, qu'on échange, et comme dans toute rencontre. Alors je n'ai pas prévu beaucoup de bouteilles, j'ai prévu 3-4 bouteilles, mais on pourra quand même vider un godet à la fin. Voilà, Jean-Christophe. Ah oui, je vous dis un petit peu, merci à tous d'être venus. Cet événement, ça fait plaisir de voir du monde. Merci à nos intervenants. Effectivement, bon, on n'a pas eu tout le monde, mais on a déjà un beau plateau, si je puis m'exprimer ainsi. En fait, c'est l'initiative, c'est Henri qui a eu l'initiative de cette réunion, cette conférence. Et donc, il m'a proposé qu'on la co-organise. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté, puisqu'on est un petit peu dans la même démarche, et une démarche unitaire. Finalement, on sait qu'on ne sera pas d'accord sur tout, qu'on a nos sensibilités. Mais s'il n'y a pas un dialogue à la base, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas décider des alliances ici dans cette salle. Mais si on est capable de se parler à la base, de s'entendre, d'essayer de voir pourquoi sur certains points on n'est pas tout à fait d'accord, mais qu'au final, sur l'essentiel, on se rejoint, voilà, je pense que c'est les prémices pour qu'un jour il y ait une vraie union de tous les patriotes, les souverainistes, vous les appelez comme vous voulez. Voilà. Donc, je pense que on est dans la même démarche unitaire et c'était important pour nous, symboliquement, avant le premier tour, de se retrouver. D'ailleurs, on a été suivi par le communiqué qui est paru ce matin. Vous avez vu que Bruno Gollnisch, le sénateur Meurant et puis Paul-Marie Couteau ont publié ce matin un communiqué appelant justement à l'union. Alors non pas forcément dans les urnes dès le 10 avril, mais en tout cas pour les législatives et pour bien sûr le deuxième tour, voilà, que les Français qui sont attachés à sauver la France et à donc à recouvrer la souveraineté de la France puissent se retrouver ensemble. Voilà. Donc Jean-Christophe, tu introduis. Il y a certaines personnes qui voudraient savoir mieux qui est le Cercle Bayard, qui demandent un peu qui est Ludovic. Alors, le Cercle Bayard, c'est l'antenne grenobloise du Cercle Aristote. Pour ceux qui connaissent le Cercle Aristote, ceux qui ne connaissent pas, on va finir. Non, sérieusement, le Cercle Bayard, on a 3 objectifs simplement, et c'est un peu les mêmes en fait. Ouais. C'est faire de l'éducation populaire, parce que les gens sont un peu désinformés sur tout, donc on essaie d'organiser des conférences. Alexandre est déjà venu, notamment. Et puis une démarche unitaire, hein, donc on essaie d'inviter tout le monde, de rassembler toutes les tendances, et puis essayer de dénicher des nouveaux talents. Donc on va essayer, on a commencé il y a qu'un an, hein. Il faudra être indulgent,
mais d'essayer de permettre à des jeunes, je ne sais pas, un jeune diplômé, un jeune docteur en histoire, en sciences politiques, qui veut se lancer face au public, ou un écrivain, un bon écrivain qui a écrit son premier ouvrage, qui permettent d'avoir un public, voilà, l'accès à une rencontre pour qu'il se fasse la main aussi. Voilà. Donc c'est un peu ça notre démarche, si je vais la résumer. Après, s'il y en a qui veulent en savoir plus, on en discutera à la fin. Merci. Après toutes ces présentations, eh bien, je vais un petit peu évoquer la souveraineté et j'ai choisi un titre pour cette introduction, un petit jeu de mots. Souveraineté, j'écris ton nom, mais cette fois-ci avec un M, puisque liberté, j'écris ton nom avec un N, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le slogan de la campagne contre le traité de Maastricht. Et c'était il y a 30 ans. Donc je vais faire une petite évocation de ce qui s'est passé en 30 ans. Et on peut peut-être parler, alors je m'excuse auprès de Reconquête de ne pas utiliser le mot de grand remplacement, mais de grand renversement, puisque toutes les thématiques qui ont dominé au cours des 30 dernières années, eh bien, elles semblent renversées, comme je vais essayer d'un petit peu le démontrer. Alors, depuis quelques mois, depuis 2 ans peut-être, parce que le Covid, pour paraphraser Lénine, a peut-être accéléré l'histoire, nous serions rentrés dans un nouveau monde. Donc je vais faire quelques retours en arrière pour que vous vous souveniez de l'ancien monde. Les choses ont été un peu brutales. Donc nous avions la digitalisation, la distanciation, la vaccination, la virtualisation, la mondialisation, l'immigration, l'européanisation, l'homosexualisation, etc. J'arrête la liste parce qu'elle pourrait être très très longue. Et le monde politique dominant, le monde médiatique l'accompagnant, eh bien, nous étions rentrés dans un monde qui était jamais aussi éloigné entre le pays réel et le pays légal. On avait franchi mais toutes les frontières entre une sorte d'élite et la réalité. Donc je vous propose un petit tour d'horizon assez rapide de ces ruptures pour les apprécier et surtout pour reprendre un petit peu la mesure que l'on n'a pas eu le temps d'apprécier, tellement les choses ont été brutales. On a eu une vision qui nous était présentée par Fukuyama comme quoi l'histoire s'arrêtait et on s'aperçoit que non, c'est plutôt Samuel Huntington qui, dans son choc des civilisations, avait vu ce qu'il se passait. Et donc, n'en déplaise à Alain Minck, la mondialisation n'a pas du tout été heureuse, et bien au contraire. Et toutes ces évocations qui se sont complètement opposées à l'idée de souveraineté se retrouvent soit ridiculisées, soit dépassées, soit abandonnées par leurs défenseurs, par crainte du ridicule. Il y a longtemps qu'il ne tue pas, on le savait, mais il y en a beaucoup qui pourraient et se retourner dans leur temps pour ceux qui y sont déjà, et se préparer à cette situation pour d'autres. Alors, ce tour d'horizon, je vais le faire assez brièvement. Je vais le faire d'abord sous l'angle un petit peu économique, puisque c'est l'économie qui avait abouti à ce triomphe de Maastricht, un peu symbole de la non-souveraineté. Je reviendrai ensuite très brièvement sur quelques reniements politiques, et je conclurai. Alors, je vais vous replonger très brièvement dans l'ambiance des années 90, où a triomphé ce que l'on pourrait appeler l'anti-souverainisme. Donc, quelques événements particulièrement importants à l'époque. Donc, le traité de Maastricht, le fameux traité de Maastricht, la mise en place de l'OMC, 3 ans plus tard,
le lancement de Windows et Word, une fenêtre sur le monde, et la naissance des GAFAM, l'élargissement de l'Union européenne, l'entrée de la Chine dans l'OMC, le triomphe du libre-échange, les privatisations, les multinationalisations, le mot d'ailleurs un petit peu plus exact, la libre circulation des capitaux. Voilà quelques faits, on pourrait en rajouter d'autres, mais c'était les caractéristiques de cet ancien monde. Et donc 30 ans après la chute de l'URSS, les événements sont quasiment concomitants. Nous sommes dans un autre monde économique. Les tables de la loi économique qui étaient celles de cette époque sont pratiquement toutes renversées, alors qu'elles nous étaient présentées comme étant uniques, il n'y avait pas d'alternative, définitive, ce n'était pas la peine de réfléchir à autre chose, éternelle, intangible, inamovible, évidente, mondiale, source de prospérité et de réussite. Et puis, bien entendu, elle devait s'imposer, il n'y avait pas de quoi discuter. Aujourd'hui, c'est le contraire, elles sont remises en cause, elles sont critiquées, elles sont dans l'impasse, elles sont dans l'erreur. Par contre, elles restent toujours source de profit pour les oligarques, mais pas seulement russes. Alors, quelques illustrations. J'en ai pris 7, on aurait pu en prendre beaucoup plus. La première concerne la construction européenne. Donc, la construction européenne était basée sur de nombreux dogmes. Je vais en citer 2 simplement. Le premier, c'était le dogme du non-endettement, et en particulier du non-endettement pour les États. C'était strictement interdit, c'était dans le traité de Maastricht, et il y avait des directives supranationales qui s'imposaient aux États, qui étaient la racine même de l'antisouverainisme. Eh bien, depuis 2021, c'est l'Union européenne elle-même qui s'endette pour son fameux plan de relance. Donc voilà un premier dogme qui est supprimé. Alors il y a un deuxième dogme qui commence à s'éroder. Je suis très nuancé puisqu'on en est aux prémices. C'est celui de ce que l'on appelle les politiques industrielles. Donc les politiques industrielles, elles ont été développées dans des pays comme la France qui avait un héritage colbertiste. C'est un gros mot Colbert aujourd'hui, donc je le dis vite. Eh bien, cet esprit national d'intervention sur l'industrie et sur l'économie, il commence à être discuté, et avec la crise énergétique, eh bien, les dernières séances des conseils des ministres européens ont débattu de la mise en place, peut-être, d'une politique industrielle en matière d'énergie. Ça fait 70 ans que la construction européenne avance, c'est peut-être un peu tard pour s'en préoccuper, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà 2 exemples de retour vers des formes antidogmatiques par rapport à leur fondement. Deuxième élément, pour illustrer ce renversement des tables économiques, l'OMC. Donc l'OMC était le symbole de ce triomphe des idées du libre-échange. Eh bien, aujourd'hui, il est complètement en panne. Il est en panne, en gros, depuis 2003. Sa dernière avancée, c'était en 2001. Et depuis, c'est l'impasse. Et c'est une impasse qui se traduit par le développement du bilatéralisme, c'est-à-dire d'accords d'État à État. Et ces accords d'État à État se multiplient. Alors, bien entendu, nous, on ne peut pas en faire partie, puisqu'on est noyé dans l'Union européenne. Mais du coup, c'est l'Union européenne qui négocie avec toute une autre série d'États pour aboutir à des accords qui redonnent de la souveraineté, puisque c'est chaque État qui décide, oui ou non, du type d'ouverture. Troisième point de remise en cause et de renversement, les GAFAM. Donc les GAFAM, c'était l'alpha et l'oméga de notre avenir. Aujourd'hui, ils sont fortement critiqués. Et s'il n'y avait pas la division du Congrès aux États-Unis, il y aurait sans doute un éclatement des GAFAM, comme il y a eu un éclatement de la Standard Oil et de
ATT un peu plus tard. Le libre-échange, alors, c'était la panacée. Et aujourd'hui, que voit-on? Du localisme, produire sur place, la relocalisation, acheter français. Oh, c'était un gros mot, ça. C'était presque une insulte. C'était des vieux slogans nationalistes, complètement ringards. Maintenant, ces slogans, ils sont labellisés. Je serais tenté de dire biosourcés. Et le Made in France est revendiqué. Il y a même un salon. Et puis alors, vraiment symbole, puisque nous, on s'est toujours un petit peu revendiqué, les Français, qu'on n'avait pas mis aux Jeux Olympiques le sport en chambre parce qu'on aurait toutes les médailles, le slip français est à l'honneur. Donc vraiment, on a un retour de souverainisme dans nos gènes. Cinquième point que j'ai noté, c'est l'élargissement. Si, je ne veux pas vous refaire le calendrier de l'élargissement de l'Union européenne, mais c'était non-stop, il y avait toujours des négociations, ça avançait, ça s'élargissait. Et bien là, non seulement c'est en panne, Macron a bloqué la Macédoine, et la Turquie est toujours dans la salle d'attente, depuis 1960 environ. Et on a même eu un départ, alors il y avait le Groenland qui était parti, mais là cette fois-ci c'est le Royaume-Uni qui est parti. Donc le signe du rétrécissement suit l'élargissement. Sixième thème de démonstration que tout revient vers des idées souverainistes, les privatisations et multinationalisations. Eh bien, ADP devait être privatisé, il ne sera pas privatisé. Aéroport de Paris. Oui, aéroport de Paris. Je suis un peu trop dans mon cours économique, donc vous me corrigez, merci Henri. EDF va être recapitalisé par l'État. Et une des filiales d'Alstom, qui avait été bradée par un jeune ministre qui s'appelait Emmanuel, va être rachetée par la SNCF, par une filiale de la SNCF, qui est la plus nationalisée des entreprises nationales. Le compte dans tout ça, c'est la réaction de M. Le Maire, le ministre de l'économie, lorsque Carrefour a été menacé de rachat par Couche-Tard. Alors, Couche-Tard, c'est une franchise québécoise qui menaçait la souveraineté nationale du premier vendeur de couches-culottes en France. Eh bien, M. Le Maire a bloqué cette tentative de multinationalisation, d'évasion de nos capitaux, au nom de la souveraineté. Je dis bien au nom de la souveraineté. Enfin, pour terminer cette micro-liste de renversement de tendance en matière de vision de la souveraineté, eh bien, la libre circulation des capitaux. Alors, je le dis tout de suite, je l'ai mis dans la liste parce que je suis peut-être un peu trop optimiste, ça a frémi. On en est qu'au tout petit frémissement du retour du pouvoir des États sur cette circulation internationale des capitaux. D'ailleurs, ce n'est pas la France qui a été à l'origine, c'est venu du gouvernement Obama qui avait fait les gros yeux à la Suisse. Et donc pour la première fois depuis les années 30, on est revenu sur le secret bancaire pour contrôler une partie de la circulation des capitaux. Du coup, on s'est engouffré dans la brèche, il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont favorisé ce mouvement-là, et l'État commence un peu à reprendre du poil de la bête. Alors je vous rassure, le Luxembourg, au cœur de l'Union européenne, est toujours la plus grande lessiveuse de capitaux en mal de circulation, et pas que pour les oligarques russes. Le Delaware aussi, aux États-Unis? Le Delaware aux États-Unis, bien sûr, également. Mais il y a eu un petit frémissement, un tout petit frémissement. Alors, je serai beaucoup plus bref sur l'aspect politique, puisque ce sera un des thèmes de la soirée. Je vais m'attacher qu'à quelques éléments de discours.
je pense pas que le fond ait changé. Par contre, les discours, eux, c'est spectaculaire, le renversement qu'il y a eu dans la quasi-totalité des familles politiques, à une exception, les souverainistes. Les souverainistes, vous prenez leur discours en 92, jusqu'à nos jours, ils n'ont pas changé. Par contre, je vais prendre un par un les grandes familles politiques, et on a des renversements, des reniements. C'est pas le grand remplacement, c'est le grand reniement. Alors, je vais commencer par la gauche pour donner qu'un exemple, hein, je ne vais pas trop m'étendre. Donc la gauche internationaliste, pro-immigré, islamo-gauchiste, SOS raciste, etc., eh bien, elle s'est retrouvée dans les défilés à crier « Nous sommes tous Charlie », et quand vous entendez des valses, des onfrés, des gauchers, etc., vous constatez qu'ils ont un discours souverainiste. Les Républicains. Alors, les Républicains avaient accepté tous les compromis avec la gauche de gouvernement, et maintenant ils se retrouvent derrière des leaders qui s'identifient à droite, qui se revendiquent de droite, Ciotti, Wauquiez, pour ne citer que ceux qui sont les plus médiatiques. Mais surtout, le dogme libéral de la non-intervention de l'État est un peu oublié. Le recours à la puissance publique et à la puissance d'État comme base de la souveraineté est dans le discours actuel. Les macronistes. Alors les macronistes, c'est très difficile de trouver des reniements chez les macronistes. D'abord, ils sont très jeunes, et puis ils sont tellement marqués par le discours McKinsey de composition avec toutes les couleurs possibles pour ne pas que ça accroche. Ils ont repris le brevet Téflon pour être sûr que tout glissait sur leurs idées. Alors, il y a quand même un petit souci, parce que si vous vous souvenez, au début, ils avaient comme seul ministre que les gens connaissaient, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'un, c'était Hulot. Hein, donc ils étaient pro-écolo, c'était leur tendance. Et ils terminent pro-chasse, le président de la chasse a rejoint Macron, il se retrouve promoteur du glyphosate, il est supprimé depuis 15 ans, puis il est toujours là, et puis ils sont défenseurs, c'était à la dernière minute, de l'électronucléaire français comme base de notre souveraineté. Donc voilà, même chez Téflon, on n'arrive pas toujours à glisser sur. Quant aux écolos, qui étaient très très pacifistes, eh ben, il suffit de voir un chat russe pour qu'il soit très belliciste. Bien, donc pour conclure, tout le monde se renie sur des fondamentaux, aux sources de leurs engagements historiques. Le Covid est en grande partie responsable de ce grand renversement. Et face aux crises multiples qu'il a engendrées, on s'aperçoit qu'aucune des grandes doctrines politiques n'a tenu dans la cohérence. Elles n'ont tenu que dans l'incohérence. L'internationalisation de l'économie sans limite entraînait des délocalisations. Depuis des décennies, les mouvements souverainistes le dénonçaient. Eux s'en étaient pas aperçus. L'ouverture des frontières aux migrants et aux virus n'était pas un problème. Il a fallu le virus pour qu'on s'aperçoive que la première des mesures face au virus, c'était la fermeture. Donc il faut encore que des frontières existent. L'absence d'État et sa remise en cause ne permettaient pas de faire face à l'ampleur de la crise. Donc il a fallu réhabiliter l'État. Encore une fois, tout ce que les souverainistes défendaient avant, pendant et aujourd'hui. Donc la souveraineté, on s'aperçoit que face à tout type de crise, c'est la base des solutions. Donc vive la souveraineté, vive la France. Et je donne la parole à mes chers défenseurs de cette situation. Je veux bien prendre la parole si vous voulez. Pour me présenter à la salle, je m'appelle Quentin Gelin, je suis délégué de la première circonscription
pour le mouvement Les Patriotes du coup de Florian Philippot. Je voulais tout d'abord remercier bien évidemment le Centre Les Diguières, Henri, Jean-Christophe. Merci aussi au Cercle Bayard d'avoir organisé cette belle initiative de rassemblement des souverainistes. Ça fait plaisir de pouvoir communiquer ensemble avec différents mouvements, Debout la France, Reconquête représentée ce soir. Ça aurait été bien qu'il y ait également l'UPR, Génération Frexit, même le Rassemblement National. Il faut ce discours entre les souverainistes, il faut qu'on puisse communiquer ensemble. Et j'ai trouvé notamment très intéressant le parallèle de Jean-Christophe sur le retour en force du souverainisme. Parce que si on regarde un petit peu l'histoire et notamment les blocs dans les dernières décennies, avant on nous opposait frontalement le capitalisme face au communisme. Aujourd'hui, ça c'est terminé. La vision actuelle, c'est les globalistes, néolibéraux, ultramondialistes, fédéralistes contre les patriotes et les souverainistes. Emmanuel Macron, on est d'ailleurs la parfaite incarnation au niveau du président de la République en France. C'est le président le plus apatride qu'on ait jamais eu. C'est quelqu'un qui brade nos fleurons nationaux, je pense notamment à Alstom. C'est quelqu'un qui détruit nos services publics, l'hôpital notamment, on l'a vu sur la crise du Covid. Il a fermé 17 600 lits, quasiment 5 700 lits pendant le Covid, en plein mois, en pleine épidémie. C'est quelqu'un également qui détruit nos acquis sociaux légués par nos arrière-grands-parents et nos gros-parents. Je pense notamment à la réforme des retraites à venir, je pense à la réforme de l'assurance chômage, qui entraîne des dizaines de milliers de Français, des centaines de milliers de Français dans la misère. Je pense également à la réforme de l'APL, pour sucrer des APL aux étudiants et aux familles avec de nombreux enfants qui en ont besoin pour vivre. Il a d'ailleurs financé McKinsey sur cette fameuse réforme des APL, quasiment 800 000 € donnés pour sucrer de l'argent aux Français. Je pense notamment également au fait qu'il souhaite brader des territoires nationaux français. Il y a déjà eu au moins 3 référendums sur la Nouvelle-Calédonie pour tenter de leur donner leur indépendance, faire en sorte qu'ils sortent du giron français, du territoire national, afin de les brader à ses amis, peut-être les Australiens, les Américains ou les Chinois. C'est quelqu'un qui a divisé également les Français sur tous les sujets, sur la crise sanitaire, les vaccinés contre les non-vaccinés, ceux qui portaient le masque contre ceux qui ne portaient pas le masque, les triples injectés contre les 12 injectés. Il passe son temps à diviser, à critiquer. C'est également quelqu'un qui passe son temps à manipuler les Français dans la peur. On le voit également que ce soit sur la crise du Covid ou sur la guerre en Ukraine. Et puis également, c'est véritablement quelqu'un qui passe son temps à nous critiquer, à nous insulter. Donc on sent qu'il n'aime pas la France, qu'il n'aime pas les Français, qu'il n'est pas attaché à notre identité, à notre histoire, à nos traditions. Il l'a d'ailleurs prouvé à de nombreuses reprises. Il nous insulte d'illettrés, d'alcooliques. Il parle des gens qui ne sont rien. Il nous méprise à longueur de journée à l'international. Enfin bref, c'est véritablement l'incarnation du petit pantin au service de l'oligarchie, au service de ces multinationales, de ces gens remplis de conflits d'intérêts, de corruption. Au final, pour qui est-ce qu'il tourne? Est-ce qu'il travaille pour la France ou pour les intérêts des lobbies et des Américains? La question peut se poser. Donc aujourd'hui, face à ce bloc néolibéral, ultra-mondialiste, corrompu jusqu'à la moelle, il se retrouve face à nous, face à tous ces gens qui sont là dans la salle ce soir, aux patriotes, aux souverainistes qui veulent se battre pour leur liberté, pour l'indépendance de la France, pour la souveraineté, parce qu'aujourd'hui, les Français sentent bien qu'il y a un gros malaise dans la société. On sent qu'aujourd'hui, on n'est plus maître de notre destin. On est téléguidé par des instances supranationales comme l'Union européenne, l'OTAN, qui nous dictent nos politiques et nos choix stratégiques dans tous les domaines, que ce soit sur le niveau économique, que ce soit sur le niveau social, militaire et diplomatique avec l'OTAN, et sur l'immigration, on n'a plus les manettes. Les gouvernants en place ne décident plus de rien. Ce sont aujourd'hui les commissaires européens qui prennent des décisions à notre place. Ce sont les grands comme Soros au Forum mondial de Davos qui prend les décisions. On parle de la grande réinitialisation qui arrive, avec également l'identité numérique européenne qui arrive en septembre 2022. Ça, c'est vraiment très inquiétant, parce qu'on l'a vu aujourd'hui avec la crise du Covid, que les Français ont été dépossédés de leurs libertés les plus fondamentales, individuelles comme collectives. On a dû sortir un bout de papier pour attester qu'on sortait de chez nous, pour prendre l'air, promener notre chien dans un rayon, je crois, de 5 km, mais on est sorti dans un délire total. La plupart des Français ont tout accepté. On le voit encore aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire. Énormément de Français ont peur, sont terrorisés de vivre leur vie, de prendre leur vie en main, de faire des choix, de tout simplement être des esprits libres. Donc aujourd'hui, si on est là ce soir, dans un esprit de rassemblement, d'unité, c'est un symbole qui est quand même très fort.
faut qu'on aille de l'avant, faut qu'on développe nos idées dans un certain esprit de collaboration. Nous, personnellement, les Patriotes, dans cette élection présidentielle, on n'a pas pu être présents au premier tour. On n'a pas eu les parrainages suffisants. Dans cet esprit d'unité, on a fait une consultation interne avec nos adhérents. Les deux candidats qui ressortaient, il y avait Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan. Éric Zemmour est arrivé en tête, Nicolas Dupont-Aignan en deuxième. On a fait un mandat de négociation avec ces deux candidats. Il se veut qu'avec Nicolas Dupont-Aignan, les points de négociation sur lesquels on a voulu véritablement mettre nos idées de base et fondamentales ont été tout acceptés. Je pense notamment au référendum sur l'Union européenne, au maintien de l'argent liquide indéfini, à l'inconstitutionnalité du confinement, à l'abrogation totale du pass sanitaire et du pass vaccinal irrévocable, et également à l'interdiction du pantouflage entre les administrations publiques et les acteurs privés. Vous voyez en ce moment avec le scandale du McKinsey Gate, on voit que 1 milliard d'euros sur 5 ans, sur 5 ans je crois, c'est ça, 2,5 fois de plus qu'au début du mandat. On est rongé par les conflits d'intérêts, la corruption. Nicolas Dupont-Aignan a accepté ces 5 revendications. Du côté d'Éric Zemmour et de Reconquête, ça n'a pas pu aboutir. Donc on a accepté l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Et puis en plus, il y a un accord sur les législatives. Ça, c'est vraiment très fort. C'est la première fois que des partis souverainistes peuvent se rassembler pour une alliance à la présidentielle dès le premier tour. Et ensuite, aux législatives, construire véritablement une force souverainiste, une alliance en commun, qui est bien sûr ouverte, qui a d'ailleurs été rejoint par Génération Frexit de Charles Gallois, qui est ouverte à l'UPR, qui est ouverte à d'autres mouvements souverainistes. Voilà, donc dans un objectif d'intelligence collective et d'union nationale et sacrée. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Merci. Allez. Alors moi, je représente le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Il peut se présenter à l'élection présidentielle in extremis, ça a été un chemin de croix. Je trouve très important qu'on puisse se réunir pour échanger, parce qu'il va falloir travailler ensemble après. C'est quand même ça le plus important. Si on commence à se taper dessus maintenant, ça sera beaucoup plus compliqué après pour travailler ensemble. Par contre, le terme de souverainiste m'interpelle. Quand on parle de l'union des souverainistes, je pense qu'il faut une union des Français, des citoyens français. Parce que droite et gauche confondues, ce sont les citoyens sur le terrain qui vivent des décisions qui leur sont imposées et qui détruisent leur vie. Nous sommes face, non pas à un nouveau monde, mais face à la mort d'une civilisation. C'est beaucoup plus grave que des problèmes économiques, c'est la vision de l'être humain, ce qu'il est, ce qu'il doit être. Mon corps m'appartient, il n'appartient pas à l'État. Mes enfants, j'en ai la responsabilité, ça n'est pas un bien propre, mais je dois leur donner les clés du monde de demain. Quand on voit qu'Emmanuel Macron impose l'école à 3 ans, moi je me pose des questions. Alors, ce nouveau monde, ce qui est très curieux, je crois que c'est ces jours-ci, il y a une avocate qui avait été arrêtée et qui vient de porter plainte pour comme fonctionnement sectaire. Et effectivement, quand on regarde les travaux de certains sociologues, quand on regarde le fonctionnement de la Macronie, c'est le fonctionnement d'une secte. On a la peur, et au-delà de ça, il y a quelque chose qui a été mis en place un peu avant, et qui est non pas l'individualisation. Et c'est là qu'on se trompe, à mon sens, c'est l'isolement. C'est-à-dire que les familles sont éclatées, les familles sont divisées, l'école n'est plus là pour instruire, mais pour faire de la propagande, et je sais de quoi je parle, parce qu'à titre personnel, j'ai rué dans les brancards. Aujourd'hui, quand on regarde l'ancien monde, c'était le concept qu'on a tous appris à l'école, où on est un sujet, je pense, donc je suis. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. La sociologie est passée par là.
Et donc, nous ne sommes que des fourmis interchangeables, que des, j'allais dire, des pièces de viande en quelque sorte. C'est cruel, mais malheureusement, c'est ça. On n'a plus la possibilité de circuler, les capitaux peuvent circuler, nous, non. On est vraiment face à une interrogation sur ce qu'est l'être humain. Et je repense souvent à un livre de Marguerite Yourcenar qui s'appelle « Les Mémoires d'Adrien », où on a ce vieil empereur qui écrit à son neveu, et il est bien lucide, et il voit que là, c'est mal parti pour eux. Il faut que nous, on soit conscients qu'au-delà de la mondialisation, au-delà des capitaux, au-delà de l'économie, c'est vraiment la survie de l'humanité telle qu'on l'a connue qui est en jeu. C'est le transhumanisme qu'ils veulent nous imposer, où ils pourront se servir d'une pièce détachée parce qu'ils auront besoin, où le ventre des femmes sera alloué, où on vous mettra des puces pour vous augmenter, où on mettra dans les médicaments des nanotechnologies pour vérifier si vous avez bien pris votre médicament. Tout ça avec la bénédiction et la demande des mutuelles, puisque quelque part, ça leur permettra de payer leur contrat d'assurance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'union des souverainistes, des citoyens est vitale. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis, j'ai envie de dire. Donc moi je suis Alexandre Lafroy, je suis le responsable coordonnateur Isère de Reconquête. Je suis également le responsable Isère du mouvement conservateur. Et je pense que les deux discours que je viens d'entendre, d'une certaine manière, ça s'est bien fait cet ordre, puisque en fait, on a eu deux discours. Le premier de Quentin Plus sur la souveraineté, vraiment les enjeux de souveraineté, notamment l'indépendance vis-à-vis des cabinets de conseil, l'indépendance aussi sur la question des libertés publiques. Et derrière, on a, j'ai oublié par contre, avec Isabelle, on a enchaîné sur plus la thématique, on va dire, civilisationnelle. Et je ne vous cache pas, Ludovic le sait, d'ailleurs, j'en profite, un grand merci au Cercle Bayard et au Cercle Lesdiguières pour cette invitation. C'est en effet une formidable initiative. Je reviens sur Reconquête. Nous, bon, je ne vous fais pas un dessin, on a fait le choix de suivre Éric Zemmour dans la magnifique aventure qu'il a lancée, justement parce que, et je pense que beaucoup vous le suivez ici depuis des années, sur ces deux thématiques, la souveraineté et l'identité, il a mis le doigt dessus, et je pense qu'il a mis le doigt de manière juste. Et en effet, quand on entend tous les débats de civilisation et d'éthique qu'a souligné Isabelle, quand on entend aussi tous les débats sur la souveraineté plus par rapport aux administrations publiques, par rapport à l'État, on se dit qu'il y a un moment, il faut faire quelque chose. Et donc, la force de ce que nous proposons, c'est qu'on est un parti, nous, avec plus de 130 000 adhérents maintenant, on est honnêtement, on pourrait faire, je pense, constater par ici, la première force en termes d'adhérents et militantes de France. C'est vraiment prendre tous les amoureux de la France, les amoureux de notre pays, les amours, et aussi ceux qui sont attachés à la souveraineté à différents degrés, puisqu'il peut y avoir aussi différents souverainismes, et peut-être que moi, certains le savent, je suis d'un souverainisme, on va dire, plus modéré, entre guillemets, que d'autres, mais sur le principe, comme je dis, je suis plus que souverainiste, je suis juriste, c'est-à-dire qu'il y a des notions fondamentales d'un point de vue juridique qui font qu'on peut dire ce qu'on veut, sur la souveraineté, il ne peut pas y avoir de et en même temps. On est souverain, on ne l'est pas, et pour moi, la France, elle est souveraine, point. Mais pour moi et pour tous les adhérents évidemment de Reconquête. Et donc, l'enjeu, et ce que souligne aussi cette réunion, voilà, c'est que nous sommes à un tournant qui est venu petit à petit. Vous connaissez la célèbre métaphore des grenouilles qu'on met dans une marmite et qu'on fait cuire petit à petit. Là, je pense que beaucoup ressentent la chaleur. Les problèmes avec McKinsey, la gestion du confinement, et en même temps de Macron qui fait que ça se décale aussi dans le temps. Au début, il est plutôt écolo, maintenant il finit pro-chasse, pro-nucléaire. Il était ministre d'Emmanuel Macron, il était ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, il vient de dépoucher... De Hollande, pardon. François Hollande était en fait qu'Emmanuel Macron. Non, il était ministre de l'économie, excusez-moi, en effet, de François Hollande, et maintenant il débauche le ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Donc on a quelqu'un voilà, qui a fait une transversalité, comme le disait... il ne se contredit pas en fait, parce que quand on dit et en même temps, il n'y a pas de contradiction possible en fait. Alors il y a quelques points quand même, on voit de nettes évolutions, il s'est maintenant penché plus vers le centre-droit que du centre-gauche où il est parti, mais on est vraiment dans une situation de recomposition politique
Il y a un nouveau clivage, comme l'a très bien souligné Quentin avant, c'était un clivage assez simple, droite, gauche, capitalisme, communisme. Depuis 1989, ça a tourné un peu à vide, même si en France, comme on aime bien quand même, il y a quand même, on le sait nous Grenoblois, un bon terreau-gauchiste, il y a quand même comme beaucoup de gens qui sont encore attachés à ce clivage, et moi-même en partie, mais c'est vrai que ces questions de souveraineté et de souveraineté versus mondialisme sont liées, si ce n'est que moi je pense, mais vous ici implicitement ou explicitement vous le pensez si vous êtes là, c'est qu'on ne peut pas, et c'est Éric Zemmour qui nous le défend, on ne peut pas détacher la question de la souveraineté avec la question de l'identité. Moi, je ne veux pas la République islamique de France souveraine. Hein. Je ne serais pas content, même si on est contre les États-Unis, même si on a notre propre armée, si on est une République islamique, c'est pas ce que je veux. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez non plus. Donc, ces questions tant de société, d'éthique, ces questions de gestion de l'État, d'indépendance de l'État sont primordiales. Il peut y avoir ce que je souligne, et aussi c'est pour ça que c'est bien ce type de démarche, des nuances, il y en a beaucoup. J'ai entendu que tu tapais beaucoup sur le néolibéralisme. On ne va pas dire que je suis un néolibéral, mais c'est vrai que moi, par exemple, je fais d'une sensibilité que je retrouve aussi chez Éric Zemmour, plutôt économiquement assez libérale, mais pour moi, on va dire que c'est du détail. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir un pays qui s'appelle la France, qui s'appelle la République française, avec son identité, avec son art de vivre, sa cuisine, et ça, pour le défendre, pour moi, pour les enfants que j'aurai, pour les enfants que vous avez déjà, ça implique que maintenant, toutes les bonnes volontés, et ici, il y a, je pense que des bonnes volontés, se rassemblent. Donc, pour les élections présidentielles, hélas, on ne va pas dire qu'on part en ordre dispersé, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs candidats, et peut-être, vous doutez bien, je défends ma chapelle, il eût été préférable que tant Nicolas Dupont-Aignan que Florian Philippot se rallient, on va dire, avant le premier tour. Mais quoi qu'il en soit, et c'est d'ailleurs pourquoi aussi notre parti est la soirée, et peut-être que d'autres partis qui seraient censés être plus importants ont refusé cette invitation, quoi qu'il en soit, on n'a pas d'ennemis chez les souverainistes, quoi, pas d'ennemis à droite. Le but du jeu maintenant, c'est de se rassembler. Il y en a qui aiment une république souveraine, il y en a d'autres qui voudraient plutôt une monarchie souveraine, mais on n'est plus pour discuter de ça. On vient d'un pays qui s'appelle la France, qui a une identité, qui a une histoire, et ce qui compte maintenant, c'est de tous se rassembler pour se réunir. Et quand, je ne sais pas si vous avez lu Destin français d'Éric Zemmour, quand je vois qu'il y a un candidat qui a quand même écrit, c'est qu'on peut appeler un livre d'histoire, pour nous montrer quelle est sa vision du pays qu'il entend représenter, je trouve ça assez formidable, et j'espère qu'à la fin, on sera en tout cas, malgré toutes nos nuances et malgré toutes nos divergences, rassemblés pour travailler ensemble pour notre pays et pour sa souveraineté. Alors, Vincent, est-ce que tu peux prendre la parole pour... Conclusion, donc, Vincent de Scotener, moi je représente l'Action française. Donc, effectivement, je suis pour une monarchie souveraine. Mais les monarchistes étant les meilleurs défenseurs de la République depuis bien trop longtemps, je continuerai à défendre parce qu'il faut sauver l'héritage si on veut ramener l'héritier, donc si aujourd'hui la France est une République, et qu'il faut tout faire pour sauver notre civilisation, sauver notre vie, sauver notre pays. Je suis prêt à... Et bien sûr, c'est ce qu'a fait l'Action française tout au long de ces 100 dernières années d'existence. Et donc, à travailler avec évidemment tout le monde, dès lors qu'il s'agit de travailler pour la France. Alors, j'ai la dure tâche d'essayer d'apporter une petite conclusion. J'avais un petit peu commencé j'avais préparé quelques mots sur les 10 axes de salut national que l'Action française, sur lesquels l'Action française a travaillé depuis plusieurs années pour donner des orientations. En tant que mouvement royaliste, évidemment, nous nous inscrivons dans une vision de long terme, et évidemment pas sur le court terme des élections, même si évidemment nous défendons, nous appelons les uns les autres à porter leur voix sur des candidats qui défendent la France, défendent la souveraineté de la France, et pas un candidat en particulier. Mais c'est bien là notre leitmotiv depuis très longtemps. Et cette fois-ci, également, il n'y a pas de différence. Alors j'avais prévu de parler d'un certain nombre de ces axes, la justice et la sécurité, les conditions de l'indépendance nationale, la politique étrangère et l'instruction. Je me rends compte que ce qui a été dit ce soir était vraiment important, car ça permettait de prendre du recul, puisqu'on a évoqué la question de la civilisation, qui est effectivement une question centrale
et que cette question de la civilisation, elle dépasse largement les questions que j'ai évoquées là, même si effectivement les questions que j'évoque ici sont sous-jacentes, et je pense notamment à l'instruction, puisque c'est quand même un élément particulièrement critique. En tant que mouvement royaliste et donc non jacobin, on peut s'étonner que l'Action française ait un discours par rapport à l'instruction, par rapport à l'enseignement. Mais effectivement, ce discours, il est de s'attacher à cette question de ne pas faire de nos enfants des robots endoctrinés par un État qui aujourd'hui ne fait plus que ça, surtout depuis qu'il est devenu éducation nationale. Parce que les enfants qui sont endoctrinés par l'État dans une éducation nationale, c'est jamais autre chose que le monde de la République de Platon, un monde totalitaire, ou ce que George Orwell appelait dans 1984 un monde totalitaire également. Et donc il est essentiel que l'instruction de nos enfants, qu'à l'école, on revienne à une instruction publique. Évidemment, je suis attaché à ce que l'école soit laissée à l'appréciation des parents, qui sont les premiers éducateurs, je dirais peut-être même les seuls éducateurs. Je m'occupe d'un mouvement scout. En tant que mouvement scout, on fait aussi de la coéducation, mais ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs. Et c'est à eux que revient cette responsabilité. Et ensuite, ils trouvent des gens qui les aident dans tout ce travail. Parce que c'est derrière l'instruction, c'est en s'appuyant sur une instruction, effectivement, on sauve une civilisation. Donc je vous remercie d'avoir évoqué ce sujet, c'est vraiment primordial. Et même si je voulais parler de la justice, qui, selon Saint Louis, est le premier devoir du roi, mais pas le premier devoir de la République, en tout cas depuis un certain nombre d'années, c'est quelque chose d'essentiel que la justice aussi soit respectée, assure à chacun la sécurité là où il est, qu'on ait une France qui soit indépendante, avec une armée digne de ce nom et non pas échantillonnesque, pour faire référence à ce que peut dire Éric Zemmour. J'écoute tout le monde, hein. Et j'ai beaucoup d'amitié pour toutes les personnes présentes ici, donc voilà, je ne dirais rien de mal. Cette indépendance nationale, hein, qui faisait dire à Philippe le Bel que le roi de France est empereur en son royaume, car la France s'est construite contre les empires, c'est la nation contre l'empire, c'est la défense de la France, la défense de sa civilisation contre ces empires qui ne cherchent qu'une chose, c'est à la vassaliser. Et certes, parfois, comme François Ier, il a fallu parfois faire appel à l'étranger, à la sublime porte. Ça reste, malgré tout, ce genre de politique a été faite pour justement permettre à la France de garder son indépendance et garder une politique d'équilibre entre les nations, ne pas se ruer sous le joug d'un nouvel empire, que cet empire s'appelle OTAN ou Habsbourg, peu importe, c'est un empire, et la France ne peut pas se soumettre à un empire, ne peut pas être remplacée, ne doit pas être remplacée, car elle a une voie civilisationnelle, elle est la fille aînée de l'Église, et l'histoire de France est intimement liée à l'histoire de la chrétienté, et il est essentiel pour ça de sauver notre indépendance et notre souveraineté. Voilà, je vous remercie. Voilà. Merci à tous. Donc, ce que je vous propose maintenant, puisqu'on n'a pas trop débordé de notre planning, ben voilà, c'est que vous puissiez les uns et les autres vous exprimer. Michel. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. Alors, moi, je pense à votre santé mentale. Après chaque élection, pratiquement, on a la gueule de bois. On va monter l'espérance, et il faut bien ça pour faire quelque chose. Et puis, malheureusement, les résultats ne sont pas ceux qu'on espérait. Donc, il faut savoir, ça à la fois s'engager, mais aussi relativiser. Ce que nous souhaitons, me semble-t-il, à vous entendre, c'est un changement important et pas un changement de gouvernement. Ce changement important, changement contre le système, contre le régime, pour faire autre chose, eh bien, ça ne s'est jamais fait dans une élection. Jamais. Même les européistes
lorsqu'ils ont voulu changer la structure, ils ont dû passer par une sorte de coup d'État du côté des institutions et pas par le peuple. Le peuple est conservateur. Conservateur pas au sens monsieur, mais au sens de ne peut rien changer. Il a peur. Donc il ne faut pas trop espérer, néanmoins il faut faire peser, mais pas trop espérer. Donc maîtrisons notre santé mentale en n'attendant pas trop de ces élections. Hein? De seconde réflexion, eh bien, c'est juste, j'ai entendu un peu, ça faisait un peu droite-gauche, malgré le fait que certains d'entre vous aient dit que c'était puissant. Bon, Montebourg, il y a eu des propos acceptables et dans lesquels, bon, ça ne serait pas désagréable qu'il y ait quelques ministres de l'industrie qui soient dans cette position-là. Et du côté de la droite ou extrême, je regrette, mais ça existe, les européistes héritiers de la nouvelle Europe de Hitler. C'est pas bon, mais ils existent. Donc nous devons aussi les combattre. Alors, je voudrais, pour finir, vous dire que j'ai changé de position. Lorsque, il y a une dizaine de jours, je disais qu'il va falloir voter pour Marine. Bien sûr, elle est inodore, sans saveur, elle est devenue de plus en plus, et même sur l'aspect souverainiste, elle a arrondi complètement tout. Plus qu'arrondir les ongles. Il n'empêche que si on ne vote pas pour elle et que... comment il s'appelle? Non, Mélenchon arrive en deuxième position, et bien on sera quand même bien ennuyé. Et que malgré tout, si elle gagne, bon, c'est pas la grande gloire, si elle, en tout cas, si elle se trouve en deuxième tour, c'est pas la grande gloire, mais ça sera quand même un scandale pour le pays légal. Donc ça sera un scandale pour le système. Et ça, c'est quelque chose qui fait avancer. Et puis maintenant, j'ai réfléchi et je me suis aperçu que Mélenchon était quand même loin et que si on en croit les sondages, c'est pas facilement rattrapable, l'écart entre Marine et Mélenchon. C'est pourquoi je vous propose de voter, et je me propose de voter pour qui me plaît. Moi, c'est Zemmour actuellement. C'est un très bon choix. Il est d'accord. En toute impartialité. Et Jean Lassalle, ça me plaît, pourquoi pas. Je pense qu'il faut être conscient que le premier parti de France, qui n'est pas un parti, c'est celui des abstentionnistes. En 2017, Emmanuel Macron a gagné au premier tour avec un peu plus de 8 millions de voix. Quand on compte les abstentionnistes, les votes blancs, etc., on est à 11 millions. Je veux dire par là, aujourd'hui, notre devoir de citoyen, c'est d'aller discuter autour de nous et de dire, écoutez, votez pour vos idées. Il y a la droite, il y a la gauche, lisez les programmes, faites des tableaux. Exactement, pourquoi pas. Mais votez pour un programme qui vous semble juste, qui correspond à vos valeurs. Il faut faire sauter Macron, quoi. Puis dès le premier tour. Comme ça, au deuxième tour, on sera déjà plus tranquille. Par contre, pour venir sur un sujet que vous avez abordé, effectivement, le centre de l'élection aujourd'hui est une question civilisationnelle. On ne fera pas tout d'un coup. Ça va être du long terme. Quand je repense aux propos de monsieur au sujet de l'éducation nationale, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées par l'éducation nationale déconstruisent l'intelligence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grammaire où on apprend les liens logiques entre les causes et les conséquences. Le temps est laminé. Il n'y a plus de conjugaison. Les mathématiques qui vont permettre aussi de s'ancrer dans la réalité sont complètement dégommées. Donc là, les enfants d'aujourd'hui, on leur a volé leur intelligence et leur avenir.
Et là, il va y avoir un gros travail à faire là-dessus. Il y a l'histoire aussi. L'histoire, tout à fait, qui est morcelée. Oui, il y avait peut-être. il y avait d'abord, voilà, et ensuite la DIA. Les organisateurs, je crois qu'il y avait Quentin qui voulait peut-être. Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose sur votre intervention, monsieur. Lorsque vous dites qu'il ne faut pas attendre forcément grand-chose de ces élections parce que le peuple est un peu tétanisé, a peur de prendre des risques, a peur de faire des choix. Chez nous, chez les Patriotes, on a une vision assez claire, on a une conception de la politique en disant la politique c'est avant, pendant et après les élections. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est une très belle initiative, ça permet de rassembler des patriotes et on est en train de construire l'avenir en se disant comment est-ce qu'on peut agir dans cette élection présidentielle pour faire peser nos idées, peser nos valeurs, peser nos propositions pour construire l'avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on s'est alliés avec Debout la France pour essayer de faire peser nos idées, nos convictions, pour ensuite avoir une alliance législative extrêmement concrète. Après, lorsque vous parlez des sondages, les sondages, aujourd'hui, ils sont effectués sur des populations où, soi-disant, il y aurait uniquement 50% des gens qui répondent aux sondages qui sont sûrs d'aller voter. Donc du coup, ils ne représentent pas forcément grand-chose. Et en plus de ça, qui finance ces sondages? Est-ce que c'est l'Élysée? Est-ce que c'est les grands médias financés par des milliardaires? Il y avait un sondage de RTL paru sur Twitter. Est-ce que vous souhaitez la réélection d'Emmanuel Macron? Il y avait quasiment 80 000 votants. Il y avait quasiment 99% de votants qui ont répondu non. RTL a censuré immédiatement le sondage en disant « Oula, ce sondage il n'est pas bon pour Emmanuel Macron, on le supprime ». Donc faisons attention à la fiabilité des sondages, qui finance ces sondages et à qui arrange les sondages. Aujourd'hui, le vote utile, c'est le vote qui permet en fait de faire en sorte que les gens ne réfléchissent pas par eux-mêmes, ne lisent pas les programmes, ne s'intéressent pas aux candidats et ne votent pas en fonction de leurs convictions. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est lire les différentes professions de foi, lire les programmes et voter en fonction de ses convictions. Si c'est Éric Zemmour, si c'est Éric Zemmour, si c'est Nicolas Dupont-Aignan, c'est Nicolas Dupont-Aignan, si c'est Jean Lassalle, c'est Jean Lassalle, qui que ce soit. Mais l'objectif du premier tour, c'est voter pour ses convictions et ses idées. Voilà, c'était ce que je souhaitais faire passer comme message. Attends, je veux aussi... Non, mais je vais répliquer aussi. Oui, mais... Je suis désolé. Oui, oui. Juste quelques remarques aussi sur élection sondage. Déjà, alors il faut le vrai sondage nature, c'est dimanche, donc il faudra reprendre ce que je vais dire dimanche. Mais si j'en crois actuellement à peu près la moyenne des sondages, il y a 5 ans, Marine Le Pen plus Nicolas Dupont-Aignan plus Jean Lassalle devait faire 25% des voix, ou un peu plus, 26-27. Vous additionnez les mêmes avec Éric Zemmour, vous avez un bloc qui, selon les instituts, va osciller entre 35 et 40%. À ça, vous pouvez ajouter, entre guillemets, enfin ajouter, pas totalement, avec des pincettes, tout ce que vous voulez, les LR qui ont mis une ligne, bien sûr, très électoraliste, mais très à droite. Donc, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, et même moi, quand même, ça m'étonne parce que c'est pas le même ressenti que j'ai, on a des sondages qui sortent et qui nous mettent Marine Le Pen à 48% et demi, 50% pour moi. À partir de 48, vous êtes dans la marge d'erreur. Donc, pour maintenant, c'est totalement normal pour les sondeurs de dire, bah oui, vous êtes dans un pays où Madame Le Pen fait dans les sondages la moitié des voix. Ce que je ne ressens absolument pas. Alors, c'était un vote de second tour, mais je pense donc au sondage, il y a des réserves à avoir, mais malgré tout, et il faudra attendre ce qu'il y aura dimanche et ce qu'il y aura dans 2 semaines, il y a incontestablement une droitisation et un retour vers le souverainisme incontestable. Et même Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas ma tasse de thé, l'a compris, et comme il l'a compris il y a 5 ans, c'est-à-dire pendant 4 ans, entre les élections, il fait du woke, il fait que ça. Et là, vous avez vu, les derniers mois, il essaie de faire plus souverainiste, il remet des drapeaux bleu, blanc, rouge dans ses meetings. Il avait fait la même chose il y a 5 ans. Il comprend quand même que chez les... Et d'ailleurs, sur quoi se refait Fabien Roussel, qui lui prend 3-4 points, l'amour de la France et du terroir, mine de rien, même chez les gens de gauche, ça touche. Donc, au-delà de la déception des élections, c'est vrai que si Marine Le Pen passe, pour moi, je le dis aux gens, je dis ça va être l'équivalent de François Mitterrand ou Jacques Chirac, mais pour le camp national. C'est-à-dire la personne qui, au bout de 3 élections, arrive enfin à rentrer à l'Élysée, et du coup, une fois qu'on est dedans, on va éviter de se faire jeter, donc on commence à mettre de l'eau, beaucoup d'eau dans son vin, jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une trace homéopathique de vin dans la coupelle. Donc, mais il faudrait que non, parce qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont envie de poser des questions. Bon, je finis très bien. Je vais faire une petite synthèse de vous. Là. Moi, j'ai été sympathisant, j'ai même été adhérent et cadre de Debout la France. J'ai défilé tout l'été, une bonne partie de l'été, à côté de Quentin contre le Covid. Je sympathise énormément avec les idées de reconquête et j'ai mis un grand poster, grand comme le drapeau, là, de la généalogie des rois de France chez moi, de façon à rendre autre chose que l'histoire qu'on apprend à nos enfants à l'école.
Et justement, s'il y a un point sur lequel je veux vraiment insister, je cite toujours justement l'anecdote d'Éric Zemmour, qui un jour sort d'un débat face à Laurent Geoffrin, et une fois hors caméra, Geoffrin lui dit: tu peux faire tout ce que tu peux dire, tout ce que tu veux, de toute façon, grosso modo, tu l'as dans l'os, c'est nous qui contrôlons l'éducation. Donc j'ajouterais à ça, il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi la justice et les médias. Donc par rapport à cette histoire, par rapport au discours de monsieur sur effectivement le vote, moi j'envisage de voter Éric Zemmour. Je l'ai expliqué à Isabelle, je trouve qu'il y avait une dynamique, je regrette le choix effectivement que vous avez fait de ne pas rejoindre Éric Zemmour, parce que je trouve qu'il y avait une dynamique, il fallait voir cette dynamique utile, voir cette chose, et à mon avis rejoindre ce courant, parce que c'était, à mon avis, les idées sont tellement proches entre nous. Je trouve dommage de ne pas avoir choisi de pousser le cheval qui était en tête. À mon avis, voilà, la dynamique, voilà, Florian n'a pas réussi à trouver les parrainages, ce que je trouve regrettable. Je pense que la dynamique de Nicolas, elle était il y a quelques années en arrière, elle n'est plus maintenant, et je pense qu'il y avait quelqu'un dans le camp souverainiste qui avait une dynamique. Je pense qu'il aurait fallu pousser ce cheval, et bon, certainement des querelles d'ego, des avis, aussi un travail de loin depuis longtemps. Attends, je finis. Aussi un travail fait par certains depuis longtemps, comme Nicolas, que moi je remercie pour tout le travail qu'il a fait, il n'y a pas de problème. Et je comprends qu'on ne veuille pas peut-être au bout d'un moment renoncer à ce travail et se dire le confier à quelqu'un d'autre. Le problème par rapport au second tour, c'est que, et à l'élection, c'est que Covid plus Ukraine, le peuple français va avoir ce que j'appelle un réflexe pétainiste. C'est-à-dire, comme en 40, il va se réfugier au pouvoir qu'il connaît, au pouvoir qui est en place. Donc, à mon avis, l'élection de Macron va avoir lieu, parce qu'il y aura toujours cette frange bourgeoise qui veut sauver ses retraites, qui veut sauver son petit, et qui va aller voter Macron. Il sera au second tour, parce qu'il aura ces 27% de petits bourgeois qui vont vouloir aller sauver, et qui pensent à leur retraite, ils veulent pas sur leur territoire, ici, la tranche Mélan, si vous faites le tour, voilà. vous les avez les 25%. Donc il va être je pense que malheureusement, il sera, à moins s'il y avait effectivement un scandale encore plus que McKinsey, tout ça, à mon avis, il va y être. Et le problème, c'est que, entre les deux tours, ils vont nous refaire Oradour-sur-Glane, ils vont nous refaire toutes ces choses-là, ils vont nous mettre le pataquès médiatique à fond, et même si là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'on a une chance que Marine Le Pen, effectivement, peut-être soit au second tour, et elle aura peut-être un peu plus de voix que la dernière fois, ce qui fait qu'est-ce qui va se passer? Elle va se représenter encore dans 4 ans, et on va se retrouver avec le même scénario. Grosso modo, les scénarios, parce qu'en plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le scénario, de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, comme dit Michel Onfray, on va se retrouver avec un Maastrichtien face au diable hitlérien que vont agiter les médias pendant le deuxième tour. Donc c'est pour ça que je me pose la question, moi, au second tour, de ce que je fais. Parce que, allez, je me dis, si je porte ma voix sur Marine Le Pen, est-ce que je ne vais pas prolonger le même schéma pendant 4 ans, pendant 5 ans? Je me pose la question. J'avoue, je ne sais pas. J'aurais tendance à ne pas être aussi pessimiste. Ah oui. Dans la mesure où nous avons un contexte différent de souverainisme. Le souverainisme a quand même avancé, grâce à Zemmour d'ailleurs. Alors, par rapport à Zemmour, je pense qu'il y a quand même une explication qu'il faut apporter, c'est le terme colonisation, et j'entendais sur un interview avec Idrissa Berkane, bon, j'ai entendu de la part de Nicolas Dupont-Aignan le mot colonisation, et ça m'a fait bien plaisir, parce que je pensais depuis longtemps en termes de colonisation par le haut et colonisation par le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le haut, c'est les intérêts financiers. Et donc, on a eu le privilège, l'immense privilège d'avoir une démonstration en grandeur réelle, en pleine lumière, de la puissance d'une industrie pharmaceutique. Et ça a été l'épisode du Covid-19. Bon. Et là, il faut effectivement faire en sorte qu'il y ait une explication, que les gens aient l'idée de regarder l'envers du décor, parce que l'envers du décor est inimaginable. Alors, ça c'est effectivement aussi l'Ukraine. L'Ukraine, eh bien, c'est la colonisation par le haut, évidemment. Hein, il faut avoir appris ce que racontait un certain George Friedman, proche de la CIA, en 2015, qui intervenait en disant
il faut que les États-Unis fassent ce que Reagan a fait, c'est-à-dire il a financé deux pays qui se sont affrontés. C'est formidable ce qu'il a fait. Et il faut s'inspirer de ça, et il faut que les Américains se rentrent dans la tête qu'ils ont un empire. Ils ont un empire. Et donc, l'Europe, on ne connaît pas l'Europe. On connaît tel pays, la Roumanie, la France, l'Allemagne, on connaît. En 2015, ils disaient ça. Et nous avons une inquiétude. C'est le jour où l'Allemagne s'entend avec la Russie. Alors là, on est fichu parce que nous devons dominer l'Europe. Et là, l'Europe nous échapperait. La puissance qu'on obtiendrait avec cette alliance. Bon. Et donc c'est ça. C'est le dessous des cartes. C'est important de bien expliquer le dessous des cartes. Et malheureusement, beaucoup de macroniens, ils veulent absolument pas, ils se doutent même pas que sous la surface, autre métaphore, sous la surface, il y a des luttes terribles. C'est la loi de la jungle. Alors là, ceci dit, il y a le mot capitalisme. Le mot capitalisme. Faisons attention. Parce qu'il y a des gens comme Poutou, capitaliste, etc., l'horreur et tout. Mais non, ne vous confondez pas avec la loi de la jungle, qui, effectivement, c'est Macron, c'est le néolibéralisme, c'est la loi de la jungle. C'est une caricature, au mieux, une caricature du capitalisme. Mais ça n'est certainement pas le capitalisme. D'accord. Et ça, on va peut-être laisser la parole à Nadia, parce que si chacun, on est assez nombreux, voilà, il faut que chacun... Alors, évidemment, vous avez compris que la colonisation par le bas, c'est l'immigration. Et c'est pour ça que je voulais préciser une chose, c'est que j'ai l'impression que Zemmour, il n'a pris qu'essentiellement la colonisation par le bas. Et donc, on aurait intérêt à équilibrer les choses. Parce que les deux choses détruisent le climat. Voilà, pour finir. Vous avez raison. Non mais Michel... Vous avez raison, il faut savoir quelle est la vérité. Mais électoralement, la vérité, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est des thèmes électoraux faciles. Donc, se lancer dans les élections, c'est forcément simplifier les choses et les rendre fausses. C'est très bien. Sauf que la démocratie et le bien commun ne coïncident pas. Alors là, vous parlez de l'infantilisation. Non mais attendez, l'infantilisation. Michel, s'il vous plaît. Bruno, stop. Le défi. Nadia. Oui, moi je voudrais dire que je me réjouis beaucoup de voir cette assemblée de personnes qui viennent, il faut bien le dire, d'horizons assez différents. Je voudrais rappeler qu'en 2017, j'étais au Rassemblement national, comme j'étais encore très récemment, et j'avais été chargée de contacter des personnes de Debout la France après le fameux meeting à Villepinte où Marine Le Pen avait présenté Nicolas Dupont-Aignan comme son futur Premier ministre si elle était élue, devant une foule absolument enthousiaste, qui délirait d'enthousiasme. Et j'avais été chargée de contacter des personnes de Debout la France pour nous rencontrer, voir ce que nous pourrions faire pour les élections législatives à venir. Et puis, d'une manière générale, pour rendre plus concrète cette réunion de Nicolas Dupont-Aignan à Villepinte. Je n'ai eu personne. On m'a quasi... Mais c'était dans ma circonscription et autour de Voiron. J'ai téléphoné aux personnes qui étaient responsables de Debout la France aux alentours. Et personne n'a accepté de venir simplement nous voir. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ce plafond de verre qui a fait que Marine Le Pen, qui malheureusement n'est pas représentée ici, et moi-même je ne la représente pas non plus, eh bien, elle a quand même, il faut lui rendre cet hommage que pendant des années, elle et son père ont porté ces idées qui maintenant se généralisent, et qu'elle est elle-même un petit peu mise à l'écart,
même volontairement, puisque le choix qu'elle a fait sur la fédération de l'Isère ont fait fuir une quantité de personnes, et aux élections cantonales, un électeur sur 4 seulement est venu voter, donc 3 sur 4 n'ont pas répondu à l'appel, même s'il y a eu des candidats dans tous les cantons, et donc eh bien, elle est en train de s'écarter elle-même de cette course. Elle sera gagnée par d'autres, j'espère. Et donc, je suis vraiment enchantée de la réunion des patriotes avec Debout la France. Et ben, pour ma part, je pense que je voterai Reconquête. Mais un peu déçu, mais c'est pas grave. Vous avez le sens de... Bon, est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Oui, juste une petite réponse. Oui. C'est-à-dire en 2017, Marine Le Pen... Plus fort. Moi, peut-être, moi que je crie en principe. En 2017, Marine Le Pen, elle était considérée comme le diable, l'extrême droite. Donc Nicolas Dupont-Aignan, il a surpris tout le monde quand il s'est allié avec elle. Mais donc la base, si vous voulez, la base, peut-être il y a eu beaucoup qui n'ont pas accepté. Mais c'était la base, mais c'était, si vous voulez, c'était psychologique. Puisqu'elle était considérée comme le diable. Vous en parlez déjà, mais on fera peut-être... Allez-y. Ce que je constate, c'est ce changement. Alors, pour revenir par rapport à Nicolas Dupont-Aignan, il avait proposé une primaire qu'il était sûr de perdre puisqu'il était minoritaire. Ça a été refusé. Que fallait-il faire? Ses positions par rapport au pass sanitaire et par rapport à la vaccination, par rapport à la liberté vaccinale sont très claires. Ses positions par rapport au référendum et sur l'UE sont aussi très claires. Donc je veux dire par là, il y a des boas des fois qui sont impossibles à avaler. Je ne souhaite pas me battre avec qui que ce soit. Je pense que plutôt que de regarder nos différences et de nous les pointer du doigt, voilà, la poutre qu'il y a dans ton œil, mais moi j'en ai encore une plus grosse, on ferait mieux quand même de regarder comment on va travailler ensemble. Et si c'est Marine Le Pen qui gagne, et ben moi je vais vous le dire, hein, je voterai Marine Le Pen au second tour. Je ne me ferai aucune illusion. Et Nicolas Dupont-Aignan a été assez courageux pour appeler à faire barrage à Macron. Et je ne doute pas une seconde qu'il recommencera. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Pour terminer sur... Pour terminer sur la question de monsieur, je suis en total accord avec Isabelle. La position officielle des Patriotes est extrêmement claire. Une réélection d'Emmanuel Macron serait un véritable désastre pour la France. Elle nous mènerait véritablement à la destruction de tout ce qu'est l'État français. Et donc du coup, là-dessus, nous, on appellera, quoi qu'il en soit, à voter tout ce qui est en face d'Emmanuel Macron, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean Lassalle, Philippe Poutou s'il le faut. On appellera à voter contre Emmanuel Macron parce que pour nous c'est la quintessence de l'ignominie et on ne veut surtout pas que ça arrive. Voilà, pour terminer sur l'idée, notre président Florent Philippot avait également fait part de la possibilité de créer une maison commune des souverainistes sous une association loi 1901, faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble intelligemment, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse partager nos idées, sans qu'il y ait aucune hiérarchie entre les différentes structures, simplement une association où on puisse avoir tout simplement cet esprit de collaboration et de travail ensemble. Voilà. Et pour reprendre ce que disait Michel tout à l'heure, il y a un moment, il faut aussi ne pas avoir de déception, il ne faut pas avoir d'illusion. Je vais prendre, imaginez l'électeur communiste, je vais prendre cet exemple, imaginez l'électeur communiste qu'en 1981, il a voté Mitterrand, de 51,7% au second tour. Ça y est, les jours nouveaux sont de retour, le temps des cerises, il a chanté le temps des cerises, l'international, tout le 10 mai, pour finalement se taper la rigueur en 83, pour finalement avaler tous les couleuvres de la gauche qui maintenant fait que le Parti Socialiste est à 2%. C'est parce que j'ai ça en tête que j'apporte de la nuance sur le principe, mais le principe il est clair, net et précis. Évidemment, je prends le programme du Rassemblement National, je peux le signer. Voilà, il n'y a pas de doute possible là-dessus. C'est une question de programme, il n'y a vraiment pas de doute. Après, voilà, il y a cette historique que je prends en considération, mais ça, après, de toute façon, on en discutera voilà, la semaine prochaine. C'est tout le problème de la droite, si je peux me permettre, c'est moi qui suis élue. Tout le problème de la droite, c'est qu'au second tour, vous n'êtes pas capable, à part, merci madame, d'avoir un objectif commun.
Et moi, ça m'inquiète, vraiment. Parce que moi, je suis désolée, mais si on est de droite, quelles que soient les droites, c'est tout sauf Macron. Et le problème, quand on a ce discours-là, quand on a ce discours-là, eh ben, c'est déjà pas rassemblant. Non. Et c'est triste. C'est elle qui n'a pas fait la rassemblement. Mais on s'en fout, c'est la droite. Et c'est ça le sujet. Et moi, ça me fait souci. Et autant j'avais une affection pour ce monsieur Zemmour qui commençait à avoir... Autant quand j'entends des propos, enfin, au secours, au secours. Pour le premier tour, que chacun vote en conscience, c'est légitime. Au second tour, c'est la bêtise crasse de la droite en permanence, c'est de se séparer. Je répète encore une fois mon propos, j'ai dit sur le principe, il n'y a pas de doute possible sur le principe. Quand tu dis ça, tu dis sur les principes, mais il faut oublier le mais. Il faut oublier le mais. Il y avait une possibilité. Il y avait une possibilité, très vite, hein, même avant le premier tour, mais on s'en fout, que les souverainistes s'entendent par une sorte. C'est pas voulu, c'est trop tard. Une mission de beaux offices, mais c'est toujours valable encore, ça va être toujours valable. L'état d'esprit suivant, une mission de bons offices qui fait que, oui, on serait d'accord sur une charte de quelques idées qui sont les plus importantes, à une plateforme, et qu'on fasse passer le mot pour dire nous ne sommes pas en train de nous attaquer, nous sommes en train de défendre sur la base d'une plateforme commune sur laquelle nous sommes décidés à travailler. C'est mort. Bon, Sébastien, puis après on conclut. Vas-y, dis un petit mot. On peut rêver, non mais on peut rêver. Les élections vont passer, on va faire. Donc, pour être très concret, on est tous d'accord, on est tous convaincus qu'on ne peut pas la même chose ici. L'important, c'est de convaincre les abstentionnistes et les gens dehors. Et ça, c'est un autre job. Alors moi, je vous propose un truc très simple, très concret. Très concret, c'est que les 4 représentants départementaux des 4 partis, des 3 partis qui sont là, hein, c'est pas très compliqué, se mettent d'accord sur un tract en disant, en substance, appel aux abstentionnistes, tous contre Macron, de mettre les 3 ou 4 tags Reconquête, les Patriotes, Debout la France en dessous, ça peut choquer les gens. Appel aux abstentionnistes, appel à la France, danger pour la France, un truc qui rassemble et qui fasse prendre conscience aux gens qui le lisent que des partis qui se font la concurrence au premier tour sont capables de s'entendre pour dire stop, votez pour qui vous voulez, mais contre Macron. Ça, c'est un truc concret, de base, qu'on peut distribuer à tout bout de champ dans les quelques jours qui restent, et on le fait, et là on montrera que les Français vont se dire ah, il y a peut-être un petit problème quand même derrière avec Macron, on va réagir. Et après, le deuxième, on verra. Mais au moins qu'on fasse ça. Et puis j'avais une dernière idée plus générale. Je vous lance ça, oui, c'est de la théorie pour l'instant. C'est qu'on est tous victimes, vous avez bien compris qu'on était tous victimes des médias, hein, qu'on a compris depuis un certain nombre d'années que les médias c'est le 5e pouvoir, ou le 4e pouvoir, je ne sais plus ce qu'on disait, le 4e pouvoir. Eh bien, je lance l'idée qu'il faut le structurer comme un pouvoir. Ça veut dire qu'il faut des élections de journalistes, de gens qui soient autorisés à donner l'information dans tel ou tel média pour le soustraire aux oligarques et au pouvoir à l'État. Il faut l'organiser comme un pouvoir. C'est une réflexion d'ensemble et ça n'aurait pas en cause l'idée du tract qui, entre vous, pourrait avoir le jour avec les logos de tous les partis qui voudront bien s'y mettre. Alors, à ce sujet, je crois que tous les égos les amis, il faut existeront toujours malgré Ils sont d'accord là. d'êtres humains. Non mais là ils sont d'accord, ils sont presque d'accord. J'ai mis sur ma page Facebook régulièrement des articles abstentionnistes. Nous avons besoin de vous. Vous êtes le premier parti de France. Aidez-nous à virer Macron. Hein? Voilà. Voter n'est pas jouer au PMU. Si, dessous, si on met après... Bon, les amis, moi je propose qu'on arrête là, parce que ça devient un petit peu confus. Henri, Nadia, Nadia, rapidement. Parce que... les patriotes et les Reconquêtes. Leur mandat de négociation a échoué. Oui, mais pourquoi? Voilà, donc en fait... Non, vous avez dit quels sont les points sur lesquels il n'y a pas eu d'accord. La question c'est pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu d'accord? Ah bah non, Zemmour. Pourquoi ça? Parce que du coup... Zemmour n'a pas voulu. Voilà, nous, il n'y a pas eu de possibilité. Discutez-en. Nadia, tu t'expliqueras en privé peut-être. Ah bon. Voilà, maintenant on va se séparer. Il a dit, il en a parlé tout à l'heure. Mais les points d'accord sur lesquels nous avons quand même
communié pendant cette soirée, c'est quand même l'urgence de sauver la France. Hein, c'est ce combat pour la civilisation et pour la France auquel nous sommes tous attachés. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que voilà, qu'on passe un petit moment à discuter en petits groupes, mais qu'on en reste à ce qui nous réunit. Hein, et effectivement, je suis tout à fait sensible à votre argument, il faut effectivement se donner un objectif simple, voilà, battre Macron, et ça c'est... voilà, Macron, voilà. Et donc, effectivement, aller chercher autour de nous les abstentionnistes, ceux qui... Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'on se lève et qu'on chante notre hymne national, hein, devant notre drapeau. Ah oui, pas la tue-tête, parce que... Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je vous demanderai simplement de ranger les chaises en les empilant dans le sur la gauche. J'ai pas compris votre nom. Vous avez été tellement brillant. De Scottener. De Scottener. C'est un nom belge.